cette 6e conférence du Forum de recherche sociologique organisée par Sandro Catachin, Fiorenza Gamba et Nera Yana Alzola. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous accueillir dans ce cadre exceptionnel du Café des Saules, qui fait partie de la coopérative ressources urbaines, dont notre conférencier Luca Pataroni est le président. Ce soir, toujours en lien avec la thématique du Forum 2022 sur la ville des différences, il nous présentera la conférence intitulée « La puissance démocratique des différences », qui sera ensuite discutée par Armel Chopin. Donc, en quelques mots, je vais vous présenter Luca Pataroni. Après un bachelor en relations internationales et un 2 en sciences sociales, Luca Pataroni a soutenu en 2005 une thèse de sociologie intitulée Politique de la responsabilité, promesses et limites, un monde fondé sur l'autonomie, en condirection entre l'école des études en sciences sociales et l'université de Genève, où il a ensuite travaillé comme assistant à la faculté de droit. Il a été chercheur invité par les universités de Columbia et l'EHESS, ainsi que professeur invité à l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Il est actuellement maître enseignement et de recherche collaborateur de sociologie urbaine à l'EPFL, où il dirige le groupe de recherche Ville, Habitat et Action collective. Parallèlement à cela, il est membre associé du groupe de sociologie politique et morale de l'École des hautes études en sciences sociales. Il est également membre du comité éditorial du journal Artico, Journal of Urban Research, et correspondant pour Métropolitique. Ses principaux domaines de recherche portent sur les politiques urbaines et culturelles, les rythmes urbains et les manifestations, ainsi que l'habitat et les modes de vie. Plus spécifiquement, il a dirigé et co-dirigé de nombreux ouvrages, dont La contre-culture domestiquée de 2020, où la question culturelle devient indissociable d'une question urbaine. Donc, il s'intéresse aux marges urbaines, aux situations de résistance à travers les contre-cultures. Et son regard s'est aussi porté sur les phénomènes des squats, des luttes urbaines, ainsi que la question de l'immigration précaire et des sans-abri. Et dans De la différence urbaine, qui s'intéresse au quartier des grottes, il s'attache plus largement aux conditions spatiales et historiques de résistance, d'émancipation et d'oppression. Donc ses principaux travaux s'intéressent à l'expression des différences et à la fabrication du commun dans les villes contemporaines. Donc après cette présentation, on aura un temps pour d'éventuelles questions. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci au Forum sociologique, Sandro et toute l'équipe. Merci aux étudiantes de m'avoir présenté. Merci à Armel Chopin qui a accepté de discuter. Il va nous quitter, je crois, vers 18h45. Il m'a demandé de faire environ 40 minutes. Donc je vais me tenir à 40 minutes. Et donc, comme ça a été dit, effectivement, ce que je vais vous présenter ce soir, je vais essayer de réfléchir à la manière dont la question des différences concerne la question de la démocratie. Et plus largement, ce que je vous présente ce soir s'inscrit dans mon travail de longue date, depuis une quinzaine d'années et plus, où j'ai cherché effectivement à me situer aux marges ou à voir les moments où effectivement l'être humain se comporte de manière inattendue au regard des normes libérales d'une conduite ordonnée, autonome et raisonnable. Et donc l'effondrement de la personne, le débordement, la colère, la résistance, parce qu'à partir de ces moments où les expressions se différencient, viennent des questions politiques. Donc je vais essayer de parcourir ce raisonnement. Je vais le faire en 4 temps. En tout cas 3, les ouvertures peut-être viendront pour la discussion. Au tout début, je vais faire partie un peu plus aride, les points 1 et 2, sur la question des processus de différenciation, pour arriver à une compréhension dynamique de la question de la différence. Et ensuite voir comment cette question de la différence comme processus concerne la question démocratique. Et voir effectivement ce que Laurent Thévenot appelle un commun au pluriel. Je reviendrai là-dessus. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, plus illustré, je viendrai sur les réductions, que l'on peut dire libérales, de formes de différence à des formes de diversité, souvent réglées. Et donc, je prendrai 2 exemples, le passage de luttes urbaines à des contrats de quartier, le passage des squats à des tiers-lieux, pour illustrer effectivement mon propos et cheminer avec vous. Alors tout début, je reprends différence pour celles et ceux qui lisent Derrida. C'est un article fameux de Derrida paru en une conférence de 68 qui l'intitule La différence avec un A au lieu d'un E.
Et pourquoi un A? Comme il le dit, or le mot différence avec un E n'a jamais pu renvoyer ni au différé comme temporisation, ni au différent comme polémos. C'est cette déperdition de sens que devrait compenser économiquement le mot différence avec un A. Donc effectivement, ce qui importe, c'est de dire que la différence n'est pas un état statique, n'est pas simplement un effet de positionnement dans un système, mais quelque chose qui est un processus, qui advient, qui est en fait à la base de tout système d'ordonnancement. Et ce processus, il l'appelle différence, parce que ça lui permet à la fois de comprendre, il fait le contrepoint avec la notion de mouvance, ou la notion de balance, qui sont en fait jamais complètement passifs ni complètement actifs. Donc la différence comme processus ambigu, où à la fois on vient différer, donc il y a une question de temporisation, et on vient différer comme différent, donc comme question de lutte et de conflit. Et ce qui est intéressant à comprendre donc dans ce double mouvement, c'est que la temporisation, ce qu'il appelle temporisation, il le dit, est à la fois temporalisation et espacement. Donc constitution d'une différence, c'est aussi constitution d'un temps, constitution de traces et constitution d'un espace. Donc d'une différence à l'autre et d'un déploiement d'un phénomène dans le temps et l'espace. Porteur, porteuse, potentiellement, d'un polémos. Et dans cette ouverture plus large d'une pensée qu'on peut dire processuelle et relationnelle de la différence, ce qui est important pour moi de retenir, et je rejoins en ça non seulement Derrida, parce que Derrida, en fait, va après, pour ceux qui connaissent le texte, on vient essentiellement sur la question de la langue. Mais au fait, derrière ça, il y a toute une pensée qui est celle du tournant spatial, celle de Foucault, celle de Lefebvre, le tournant spatial, tel qu'il a été thématisé par Edward Soya. Cette pensée de la différence comme processus, elle résonne avec tout un ensemble d'auteurs. Là, je cite Barthes. Chez Barthes, quand il travaille sur la question de l'idiorhythmie, la capacité de se donner une autonomie, pour lui, l'autonomie n'est pas une indépendance, mais une capacité de déployer sa propre règle de conduite dans le temps et l'espace. Donc du coup, c'est-à-dire un corps qui se meut, un corps qui exprime sa singularité par la manière dont il vient prendre position, il vient manier un monde proximal, et je reviendrai sur cette question. On peut penser aussi à Foucault, bien entendu, dans les hétérotopies, il y a toute la question effectivement du corps, des pieds, des bosses, donc toujours ce rapport entre le corps et son environnement. Et puis chez Lefebvre aussi, le corps comme champ différentiel, quand Lefebvre travaille sur la question des loisirs par exemple, il dit voilà, c'est intéressant parce que c'est non seulement des formes qui sont très très réglées, mais c'est des formes où le corps se libère et donc où agit quand même un champ différentiel. Du moment que le corps sent, bouge, se déhanche. Donc on voit bien cette récupération à la fois du corps et de l'espace qui est absolument essentielle dans ce que j'essaie de réfléchir là avec vous. Et du coup, cette différence, elle est à la fois surgissement, constitution et ébranlement. Alors ça, c'est le deuxième aspect que je voudrais retenir du travail de Lefebvre, c'est que la différence, quand elle se constitue en espace, quand elle vient prendre place dans le monde, quand elle vient se déployer, elle est toujours susceptible de rencontrer l'autre, de rencontrer un ordre constitué. Et pour Lefebvre, quand il travaille le droit à la ville, vous savez qu'il est un droit finalement à l'usage, qui est un droit aussi à la jouissance, il l'associe étroitement à la question du droit à la différence. Et pour lui, le droit à la différence, c'est au fait, comme il l'exprime, c'est la capacité ou le droit de ne pas être catégorisé par un pouvoir homogénéisant. C'est-à-dire une capacité à différer et à ne pas être subsumé sous des catégories, puisque bien entendu, le plan qui inquiétait Lefebvre, c'était la standardisation, c'était l'urbanisme fonctionnaliste, je reviendrai là-dessus. Et du coup, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que ce n'est pas simplement un droit à la particularité dans cette construction de Lefebvre, mais un droit à différer. Et donc on entend derrière ça de nouveau la différence comme différent. Et Dicketch, dans son travail d'analyse de Lefebvre,
dit que le droit à la différence pourrait être rendu équivalent à un droit à résister. Donc il y a vraiment cette idée, et on le voit aussi exprimé dans la production de l'espace chez Lefebvre, puisqu'il distingue 3 temps de différence, ou 3 modalités de la différence. Il y a ce qu'il appelle les différences induites par le système. Il dit par exemple, si on a un système pavillonnaire qui se met en place, ça va induire des formes de vie effectivement pavillonnaires qu'on peut décrire, qui vont se différencier d'autres formes de vie effectivement dans le logement collectif des cœurs de ville. Mais ces différences induites ne sont pas ce que lui appelle des différences produites, c'est-à-dire des différences qui ont une intention de différer et qui cherchent à échapper au système. Donc il passe cette question de la différence au cœur même de la question des luttes, je reviendrai là-dessus. Et à côté de ces deux, je pense qu'on pourra, et peut-être je reviendrai là-dessus, mais pas forcément, on devrait, je pense que la différence entre les différences induites et produites est beaucoup plus ténue et il faudra nuancer. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il oppose ces deux différences à des différences réduites, c'est-à-dire celles qui sont ramenées par la contrainte et la violence dans le système. Et donc on voit bien l'expression d'une différence et potentiellement ordre dominant qui vient la réduire. Et on verra, ça va être la deuxième partie de mon propos, dans les formes contemporaines de réduction de la différence, on n'est pas sous cette modalité aussi frontale. Et c'est ça qui sera tout l'enjeu de ma deuxième partie. Alors si je poursuis mon propos, donc pour le fait, comme je disais, cette question de la différence qui est indétachable de la question de l'espace et de la résistance. Et pour lui, ça prend forme en particulier dans ce qu'il appelle les contre-espaces. C'est-à-dire, et là je le cite à nouveau, pris depuis l'ouvrage de la production de l'espace, un contre-espace s'introduit dans la réalité spatiale, contre l'œil et le regard, contre la quantité et l'homogène, contre le pouvoir et l'arrogance, contre l'extension sur les limites du privé et la rentabilité de l'entreprise, contre les espaces fonctionnalisés, contre les fonctions étroitement localisées. Toute proposition d'un contre-espace, le plus insignifiant en apparence, ébranle de la base au sommet l'espace existant, ses stratégies, ses objectifs, l'homogénéité, la transparence devant l'ordre établi. Donc on voit bien ici l'importance pour le faire, effectivement, de produire des contre-espaces qui vont pouvoir réintroduire la question du corps usant, et contre l'œil et le regard, contre la réduction. Breviary, qui est ici présent, a fait un très beau texte sur l'hypertrophie de l'œil dans la tradition libérale, contre effectivement ces formes de mise à distance. Là, on a une différence qui se constitue dans l'expérience située, et qui permet effectivement de sortir des mesures, sortir de l'ordre établi et dominant, qui était effectivement à l'époque l'ordre rationalisé d'un urbanisme fonctionnaliste. Donc, premier temps de mon exposé. Une fois qu'on a en tête cette question effectivement d'une différence qui n'est pas un état statique, mais qui est un processus, une différence qui concerne le corps, le temps et l'espace, et qui concerne du coup la production de situations spatiales, l'expression de mouvements, on peut se poser la question de la démocratie. Pourquoi finalement ces mouvements de résistance, ces mouvements de lutte, et puis fondamentalement cette différence avec un A, concerne la question démocratique. Alors la question démocratique, si on porte notre regard, comme vous connaissez très certainement les conceptualisations de Hannah Arendt, pour elle, la politique prend naissance dans l'espace qui est entre les hommes, l'espace qui est entre les hommes. Il n'y a de liberté que dans l'espace intermédiaire propre à la politique. Pour elle, pour Hannah Arendt, il est absolument essentiel qu'il y ait quelque chose qui tienne à distance. Et elle construit effectivement l'espace public, c'est repris de manière magistrale par Tassin dans ses différents textes. Elle construit l'espace public contre quelque chose qui serait de l'ordre d'un effondrement de la communauté par une trop grande proximité des êtres, des corps et des pensées. Donc il y a besoin d'une différenciation pour ouvrir l'espace politique et il y a besoin de ce qu'appelle Tassin en commentant Hannah Arendt d'appropriété mutuelle.
La propriété mutuelle, c'est-à-dire que quelque part, les propres de chacun n'appartiennent pas à l'autre. Donc il y a quelque chose, il y a besoin d'avoir un propre. Donc se pose la question d'ailleurs, et du coup à partir de là, ça pose deux questions. C'est-à-dire si le propre d'une personne ou d'un groupe, il faut toujours travailler ensemble, la question de l'autonomie ou du propre individuel et collectif, dans un rapport d'ailleurs assez complexe. Si c'est une condition d'un commun démocratique, c'est-à-dire d'un commun, on verra avec Laurent Thévenot, d'un commun au pluriel, on doit se poser la question, d'une part, qu'est-ce qui forge des propres, et d'autre part, comment on peut mettre en relation des propres. Et dans ce qui forge, et là je fais un petit teaser pour la deuxième partie, pour moi les puissances de différenciation qui sont importantes, on a vu à l'œuvre aussi dans les années 70 et celle que décrit Lefebvre, le chef Lefebvre, il y a deux grandes figures qui sont importantes, c'est l'habitant et l'œuvre. Contre le standard, il parle et donc c'est une puissance d'habiter et une puissance de créer par lesquelles se singularisent les personnes. Je reviendrai là-dessus. Mais d'une certaine manière, avant de considérer le commun au pluriel, on peut considérer la critique de Chantal Mouffe, que fait Chantal Mouffe à Arendt. C'est-à-dire que d'une certaine manière, pour Chantal Mouffe, d'une manière certaine, il y a un oubli, et cet oubli, au fait, est dans la manière dont viennent communiquer ses propres. C'est-à-dire que quelque part, une fois que Arendt a supposé la propriété mutuelle, elle suppose aussi la capacité délibérative, la capacité de s'arranger, la capacité par la raison. Elle sera rejointe cela par Habermas aussi. Et pour Chantal Mouffe, cette démocratie délibérative oublie, ou en tout cas pose problème, parce que d'une certaine manière, il y a des dimensions conflictuelles beaucoup plus fondamentales et qui sont nécessaires à la question démocratique. C'est-à-dire que si les différences doivent forger des identités différenciées, des collectifs différenciés, il faut garder un espace pour le conflit. Et que d'une certaine manière, on a besoin de considérer non pas simplement une capacité de se décentrer de notre propriété mutuelle par la parole, mais de considérer qu'en fait, ça va se passer aussi par le conflit et les troubles, et les tensions. Et du coup, derrière ça, en fait, la question, c'est de poser, c'est comment on fait coexister et communiquer les différences. Comment on fait finalement, on agende des propres. Comment, si on reconnaît l'importance de la différenciation des formes de vie, de la différenciation des personnes, la différenciation des émotions, des convictions, et qu'on doit construire un monde en commun, est-ce que par où on y arrive, et finalement cette question qui est aussi quelle réduction on a, parce que finalement pour vivre en commun on a toujours besoin d'une réduction de la singularité de chacun, que ce soit par l'apprentissage d'une langue, que ce soit par la constitution de rythmes en commun, que ce soit par le partage de responsabilités. Et donc cette question qui en fait revient à symétriser la démocratie délibérative et la démocratie agonistique, qui revient à dire que finalement, en fait, ces différents chemins vers la construction d'un commun au pluriel. Et cette position-là, c'est celle que défend Laurent Thévenot. Je le cite en anglais, parce que quand c'est en anglais, je ne traduis pas. Et dans son, je vais paraphraser là, dans son approche, il dit voilà, c'est qu'il y a finalement différentes manières de canaliser et de reconnaître des différences de ce qui distingue les personnes les unes des autres. Et en gros, dans sa construction, il dit qu'il y a des grammaires, c'est-à-dire de commun au pluriel, c'est-à-dire que ce sont des grammaires qui à la fois reconnaissent une pluralité, tout en cherchant à construire un moyen de mise en commun, donc un moyen de communication et de composition entre les différences. Et les trois grammaires principales qu'il retient, qui sont liées à un travail de longue haleine depuis plus de 30 ans aux États-Unis, en Europe, en Russie, sont une grammaire en fait des ordres de grandeur. C'est quelque chose qu'il avait travaillé, donc celles et ceux qui connaissent un peu son travail dans la justification avec Luc Boltanski. C'est-à-dire que d'une certaine manière, dans une tradition qu'on peut appeler républicaine,
on est différencié par nos statuts, notre position. On va lutter pour le droit du travailleur, et d'une certaine manière, on est différencié dans notre genre, et on peut lui donner une valeur ou par notre statut de travailleur ou autre. Dans la différenciation libérale, dans ce qu'il appelle le grammaire commun libéral, la question qu'il pose se fait assez différemment. C'est ce qu'il avait pu observer d'ailleurs aux États-Unis, où les constructions, les conflits et leur résolution se faisaient assez différemment de ce qu'ils avaient pu observer dans les années 80 avec toute Boltanski en France, où finalement c'était ce qu'ils avaient décrit dans l'ouvrage La justification était en fait une description de la France et de la manière dont la construction politique républicaine se faisait en France. Aux États-Unis, en fait, la question libérale est beaucoup plus prégnante, c'est-à-dire qu'au fait, chacun est différencié à partir de ses intérêts et ses opinions. Et ça va d'ailleurs demander un travail de transformation, sur lequel je reviendrai dans la deuxième partie, où finalement nos besoins, nos attachements, nos convictions, on peut penser aussi au travail de Yann Scavo de Gauche sur la manière dont le libéralisme politique historiquement a transformé les convictions en opinions. Donc et ça permet de faire des balance of power, ça permet des négociations et des forums participatifs, on reviendra là-dessus. Et puis finalement, une troisième forme, c'est la manière dont dans des collectifs plus anarchistes ou de tradition anarchiste, mais pas que, c'est moi qui l'ai rabattu là-dessus, la question des différents attachements peut prendre place. Et on va se mettre en commun autour de la défense d'un parc avec par exemple différents usages, mais des attachements finalement mutuels à un lieu commun. Et donc voilà, je ne vais pas rentrer plus en détail dans cette forme-là. Ce qui m'intéresse, c'est que d'une certaine manière, on pourrait lui rajouter une forme de résonance, de la mise en commun des singularités créatives. Mais c'est très différent quand on met en commun des attachements, quand on met en commun des intérêts, quand on met en commun des statuts, quand on met en commun des expressions créatives. Attention au free jazz, la manière dont on fait résonner est très différent effectivement qu'une table ronde autour de l'huile de palme. Et donc du coup, je vais m'arrêter là sur cette question du commun au pluriel. Et avant de commencer, là j'en suis à 20 minutes, donc il me reste 20 minutes pour la partie plus empirique. À partir de ce que j'ai exprimé, l'enjeu d'une pensée processuelle et spatialisée de la puissance, que j'appelle la puissance démocratique des différences, donc on le comprend, c'est-à-dire que quelque part, la possibilité de la différence, mais aussi, je reviendrai dessus, la possibilité que la différence trouble, c'est-à-dire que la possibilité que la différence aussi vienne questionner un ordre établi, vienne ouvrir d'autres voies politiques, vienne armer aussi des enquêtes. Si on se réfère à la pensée de Dewey, on sait dans quelle mesure chez Dewey la question du trouble est au cœur de l'enquête, au cœur de la question démocratique. Et donc cette pensée-là, elle nous amène à penser ce qu'il appelle le travail politique, comme je se dis, la démocratie, elle nous amène à penser les mises en forme nécessaires pour faire commun, c'est-à-dire que la différence, il ne faut pas simplement favoriser la différence pour la différence. D'ailleurs, les critiques de Mouffe, il y a des travaux assez intéressants qui montrent qu'il y a certaines formes de différence chez Mouffe qui ne peuvent pas rentrer dans son modèle agonistique. En particulier les formes fascisantes, et donc du coup elle-même a déjà des exigences d'apprêtement pour faire commun, y compris dans une démocratie agonistique. Donc cette question-là nous occupe. Et puis, au fait, en ouvrant cette question-là, de la construction d'un commun au pluriel, ça nous amène à penser ensemble les oppressions et les inégalités. C'est-à-dire que chez Iris Young, quand elle commence à travailler la justice spatiale et à partir de la question de la différence, pour elle, ce qui est important, c'est la question de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a des différences qui sont opprimées. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la question de la justice doit être pensée à partir de l'expérience de l'oppression, contre des pensées de la justice comme question de distribution. Ce débat est repris aussi par ailleurs chez Honneth et Fraser et d'autres.
Et d'une certaine manière, il est souvent opposé effectivement à une pensée des inégalités spatiales comme une question de distribution. Mais au fait, et on va le voir, hein, quand on a besoin de constituer un propre, quand des squatteurs par exemple doivent affirmer, doivent être capables de transformer un espace et d'être ensuite accueillis dans un commun élargi, la question de la distribution et de la reconnaissance vont de pair. En fait, la question spatiale nous oblige à penser toujours les questions de reconnaissance et de distribution en même temps. Donc voilà, première partie, enfin 1 et 2, et j'arrive du coup à ma partie plus fun, et qui va traiter de ce que j'ai appelé réduction. Mais c'est une réduction ambiguë, hein. C'est-à-dire qu'on va le voir, il y a une dernière partie, mais qui sera peut-être réservée pour la discussion, hein, où je fais une réouverture, hein, et là je vais faire un propos peut-être un peu plus pessimiste, mais toujours ambigu. Alors, rapidement, hein, pour entrer dans le cœur de ce qui m'intéresse, cette question des politiques de la diversité et de leur ambiguïté, je voudrais revenir un tout petit peu vers cette question dont les différences se sont venues s'exprimer et sont venues questionner le politique durant les luttes urbaines, hein, autour de quelles on travaille autour de la question de l'habitant et de l'artiste, des contre-cultures. Alors, mon travail, hein, comme vous avez pu le voir, s'appuie sur 2 bouquins collectifs, hein, un coécrit avec Elena Kogatulanza, Micha Pirot et Bernard Attiron, et un que j'ai dirigé à la suite d'un projet FNS avec aussi Micha Pirot, Laetitia Carmo, F.P. Grazzini. Hein, et ce travail collectif nous a permis, hein, de travailler sur toute une histoire, sur 40 ans d'histoire de lutte urbaine à Genève, qui mêle à la fois des questions de squat, à la fois des questions de mouvements contre-culturels, de festivals sauvages, etc. Si je reviens alors à des moments d'initiation, c'est le quartier des Grottes dans les années 70, où effectivement les formes de lutte aux grottes, comme partout en Europe, hein, ce qu'on va appeler les luttes urbaines, hein, où les lecteurs, où les gens qui viennent lutter sont des lecteurs, lectrices de Lefebvre, de Marcuse, des situationnistes, vont à la fois passer par des formes de mobilisation politique qui empruntent les chemins, par exemple, artistiques. Là, c'est une mise à mort d'un projet de destruction du quartier par deux comédiens. Et vont passer aussi par des occupations. Hein, et on sait qu'en passant par les occupations, hein, ça accompagne effectivement un changement fort, hein, du vecteur des mobilisations politiques. Hein, c'est qu'on n'est plus en train de lutter simplement pour des lendemains qui chantent, mais on est en train de réinventer ici et maintenant les formes d'organisation collective, la possibilité d'émancipation corporelle, la mise en question de l'ordre bourgeois dans ce qu'il y a aussi dans les rapports sociaux et les rapports spatiaux. Hein, et avant les occupations, ça se faisait déjà dans des colocations, dans des communautés épis, tout un ensemble de mouvements sur lesquels je ne vais pas revenir. Je vais même devoir aller un petit peu plus vite sur cette partie, mais c'était juste pour... c'est important pour moi pour comprendre la réduction ensuite. 2 aspects, hein, c'est-à-dire que quand on occupe dans les grottes, à la fois, on voit à gauche, on a des occupations d'appartements, à la fois pour lutter contre la ville, contre l'État en particulier, et il y a un soutien en famille qui occupe, et d'ailleurs il y aura tout un mouvement de relocation qui va aussi chercher à loger des familles dans le besoin. Hein, donc il y a du vide, et on a un besoin effectivement de droits des habitants, hein, d'être logés au centre, des habitants en particulier précaires ou ouvriers qui sont chassés par ces mouvements. Mais en même temps, l'occupation, hein, comme je le disais, est l'occasion aussi de faire entendre, hein, une différence qui se constitue dans l'expérience. Hein, et on le voit dans le petit texte, hein, le juge m'a demandé, mais pourquoi n'êtes-vous pas resté dans votre appartement à Chez-le-Lignon? Pourquoi préférez-vous habiter aux grottes dans l'illégalité? J'aurais bien voulu lui dire les villas en fleurs lorsque j'ai vu la maison pour la première fois. Les repas en commun autour du feu dans le jardin, tant d'amitié, tant d'affection, les rires, les larmes, les enfants barbouillés de murs cueillis dans le jardin. Les chambres en peintes, les choix de couleurs, tatata. Je suis bien. Je me suis seulement dit, mon appartement en Lignon, je ne m'y plaisais pas. Puis j'avais trop d'ennui avec les voisins à cause des enfants. Alors le greffier a tapé bienvenue pour que ça lui plaît.
Donc on voit bien, là on fait entendre une expérience, d'ailleurs les gens qui occupaient demandaient aux personnes, aux élus de venir dans le quartier pour montrer que ce n'était pas un quartier à se libre, mais un quartier où il faisait bon vivre. Et donc il y avait vraiment cette question de poser une différence dans les formes de vie ici contre le droit, parce qu'on est face au tribunal, et contre la politique étatique. Et dans cette forme effectivement d'expérience située, est grandie au fait dans une lutte contre le capitalisme. On fait le lien entre l'attachement des habitants, dans la première phrase, l'attachement des habitants à leur vieux quartier n'est pas réactionnaire. Il exprime un désir humain qui s'oppose radicalement au matérialisme du capitalisme. Ne pas tenir en compte, rester sur le terrain beau de l'idéologie productiviste et continuer à bander pour le capital, la science et le technofascisme. Et donc on voit, dans ce mouvement-là, il y a parce que la question d'attachement, la question d'attachement était rapidement perçue comme réactionnaire. Vous êtes en train de vous opposer aux forces de progrès, puisque d'ailleurs le projet de destruction du quartier était dirigé porté par un élu socialiste qui avait défendu la construction des villes nouvelles pour émanciper aussi la classe ouvrière, faire des conditions de vie décentes. Et là, on a toute une autre gauche qui, au fait, va opposer un autre modèle et va faire effectivement d'une différence dans les manières de vivre et dans le quotidien, non seulement une différence en soi, mais une différence qui compte dans une lutte contre le capitalisme. Et en même temps, ça pose aussi, comme nous dit la deuxième phrase, une question plus fondamentale sur l'idée qu'on puisse échapper à l'électoralisme et à la démagogie. Que quelque part, la démocratie, elle était foutue dans la vie de ces militantes et militants, et qu'il fallait en fait changer ce qui est à l'emporter. Donc on a à la fois une lutte contre le capitalisme et une lutte contre une démocratie représentative. Donc on voit le double axe qui s'ouvre à partir de cette question de la différence. Et au fait, il y a deux grammaires d'ailleurs qui s'entremêlent ici, je ne vais pas les démêler outre mesure, mais il y a une grammaire social-démocrate, ce commun qui va faire venir le droit des habitants, qui va parler d'égalité, qui va parler on va loger des familles parce qu'elles sont dans le besoin. Et puis une autre qui va être une grammaire plus affinitaire, et on va le voir d'ailleurs dans les années 80, 90, 2000, elle montée en puissance contre des versions plus marxistes, des grammaires libertaires aussi dans les mouvements sociaux, et qui elle passe effectivement à la limite d'ailleurs dans un squat, peu importe si on est riche ou pauvre, ce qui est important c'est de prendre part, c'est cette mise en partage de l'expérience, de l'attachement, et du coup qui pose aussi une question de la reconnaissance. Mais je ne vais pas plus loin là. Et la suite de l'histoire, on la connaît un petit peu, ça a donné lieu dans les années 80-90 à toute une prolifération de lieux squattés qui ont en partie marqué les paysages urbains. Il y a une photo là des grottes actuelles. Et en bas, c'est Artamis, qui était un espace où il y a une centaine d'artistes qui avaient été occupés. Et puis, à l'intérieur d'un squat. Ce qui m'intéresse de comprendre ici, c'est que ces différences qui se jouaient là ont conservé pendant longtemps une dimension subversive. C'est-à-dire qu'elles faisaient travailler la question politique, parce qu'il a fallu à la fois réfléchir à des contrats de confiance, par la suite il y a eu des baux associatifs, par la suite il y a eu des coopératives, pour essayer de faire place à des questions de mise en commun, d'autogestion. Et puis l'esthétique qu'elle portait, c'était une esthétique qui était performative, si on reprend Rancière, elle travaillait au niveau du partage du sensible. C'est-à-dire qu'au finalement, elle était liée aussi au do-it-yourself, à la valorisation du bricolage. Et donc, si j'insiste là-dessus, c'est parce que ces aspects, l'esthétique performative, l'aspect unitaire aussi, où on travaillait, on vivait, donc il y avait un floutage du privé et du public, mais des activités, c'est ce qui va disparaître à partir des années 2000, avec la disparition des squats, et une manière de rejouer en partie ce qui était dans les squats, ou dans les espaces contre-culturels, mais sous des formes plus
dont la différence est réduite. Il devient une diversité qui va être réglée. C'est ce qui va être maintenant la dernière 10 minutes de mon exposé. C'est d'enquêter, de suggérer au fait ce qu'on peut appeler une capture institutionnelle et capitaliste, parfois que l'une, parfois que l'autre, toujours dans un rapport ambigu, je reviendrai là-dessus, des différences, à travers des thèmes aussi plus larges, la vie participative, la vie créative. Bon, d'une certaine manière, les luttes urbaines ont gagné. Elles ont gagné, elles ont fait travailler en profondeur nos démocraties, elles ont fait travailler en profondeur aussi le capitalisme. C'était l'argument de Trotsky et F. Capello dans le nouvel esprit du capitalisme, c'est-à-dire que les formes plus attentives à l'autonomie, plus attentives à la créativité, plus attentives à l'usage, mais elles l'ont fait de manière assez paradoxale, et c'est ce paradoxe que j'aimerais explorer là. Et si Lefebvre parlait de différences réduites, dans un rapport un peu brutal, ce qui était en partie le cas, parce que pendant longtemps c'était quand même des policiers qui, et encore aujourd'hui, donc la question de la différence réduite est toujours, plane toujours, mais il y a aussi des différences captées. C'est-à-dire que une forme plus subtile et ambiguë, parce qu'elle est à la fois positive, c'est-à-dire qu'on va essayer de travailler sur des diversités culturelles, sur des diversités, sur la participation, on est en train de faire fond sur des différences, mais dans la captation, quand on en fait une politique, mais il y a toujours une ambiguïté, et j'aimerais comprendre cette ambiguïté. Derrière ça, c'est qu'il y a une évolution du système de production spatiale, des formes de gouvernement, des structures de classe, des modes de production, que j'évoquais très brièvement. Et l'arrière-plan de tout ça, c'est qu'il y a le commun au pluriel que j'évoquais en suivant la Renteno de libéral, celui qui place sur son cœur la négociation des intérêts, la mise en place de systèmes de table ronde, de la participation réglée, et bien plus profondément, comme on va le voir, des mises en garantie, prend le dessus en grande partie, au point où peut-être une partie de nos différences, de cette diversité ne trouble plus. Elle devient une question plutôt métrique, une question de management, une question de protocole, une question de garantie et de tout un ensemble d'opérateurs qui vont assurer effectivement des benchmarking, des normes ISO. Même la question de la créativité, de la vie créative est devenue un label de l'UNESCO et qui, à l'arrière-plan duquel s'élèvent des questions de ranking. Et là, je fais fond, alors très brièvement, mais je veux te dire, il est ici au travail de Marc Rivieri que je trouve très important sur ces questions. J'ai une série d'articles qu'il a fait où il détaille, à partir du travail de Laurent Thévenot sur le gouvernement par les normes et les objectifs, cette idée que de plus en plus la normalisation, d'autres parleraient de capitalisme réglementaire, la normalisation, le gouvernement par les instruments, chez la SMIC par exemple, travail en profondeur, une coordination, nos systèmes politiques. Et un gouvernement par les objectifs, c'est parce que finalement, on s'accorde autour de certains objectifs, mais il n'y a pas de remontée politique sur les objectifs, mais plutôt un travail sur les mesures à partir des objectifs. Je vais voir maintenant quelle forme ça peut prendre. Brièvement, j'ai plus que 5 minutes, je vais essayer d'aller plus vite pour mes deux exemples, mais j'ai plus que ça. Là, c'était une citation, mais je vous invite à le lire. Parce qu'au fait, dans le travail de Marc Rivieri, la question de la garantie fonctionne à la fois face à des grandes peurs, d'effondrement civilisationnel, crise climatique, chaos urbain, des choses comme ça, et non pas un travail de recomposition politique, mais une fuite en avant dans un travail de calcul, pour pouvoir au fait à la fois s'assurer d'une circulation fluide, de qualité patrimoniale, d'un bon assistement de commerce, de services efficaces, d'un degré de rentabilité satisfaisant, tout un ensemble de choses qui sont bonnes en soi. C'est pour ça que la garantie ouvre aussi des qualités de vie non négligeables, mais porte en elle un fond plus sombre, parce qu'elle rend plus difficile la place qu'on pourrait octroyer aux personnes qui durablement diffèrent et qui auront de la peine
à donner les garanties nécessaires, à rentrer dans ce système de certification, dans le protocolage, etc. Hein, donc pour lui, il y a une perte des qualités sensibles, perte de la profondeur troublante de la ville, mais derrière ça, il faut bien entendre, et c'est ce qu'il fait dans ses travaux aussi subséquents là, sur Lisbonne, que cette perte de profondeur troublante, c'est une perte potentielle de force démocratique. Si finalement la diversité n'est plus que l'affaire de la bonne certification ou du bon protocolage, la question politique et démocratique s'affaiblit. Donc c'est pas simplement un affaiblissement sensible dans une coquetterie effectivement cosmétique, mais vraiment dans une question politique et démocratique. Et donc, mes deux exemples dans les 5 dernières minutes. Les luttes urbaines, ils peuvent aller assez vite avec tout ce qu'on a mis en place maintenant. C'est-à-dire qu'on a évoqué les luttes urbaines, on avait vu comment tout d'un coup, des gens qui venaient occuper dans un quartier, l'articulation entre des luttes dites gauchistes, plus insurrectionnelles, avec des mouvements qui étaient dits à l'époque marginaux. Tout d'un coup, ça faisait résonner aussi des questions politiques fortes sur une contestation de la démocratie et du capitalisme. 30 ans plus tard, un maire anciennement militant du quartier des Grottes et des urbaines met en place un contrat de quartier. Il se dit ouais, c'est important, on va essayer de redonner de la place aux habitants, donc on va faire un contrat de quartier qui est à la fois pas une mauvaise idée, et il y a différentes formes. Ceux qui connaissent Vernier, il y a des formes de contrat de quartier qui sont un peu plus, je pense, robustes. Mais ce qui va se passer d'intéressant, c'est que les habitants du quartier des Grottes vont à la fois jouer le jeu, des militants qui étaient là aussi dans les urbaines, qui ont occupé, leurs enfants, il y a déjà une deuxième génération de militantes et de militants. Et le contrat de quartier, ce qui est intéressant, c'est qu'il a vraiment la forme d'une démocratie délibérative, d'une grammaire libérale que l'on pourrait aller plutôt. C'est-à-dire que les habitants et habitantes viennent pour... ils n'ont pas le droit de questionner la question du logement. C'était mis hors du contrat de quartier. La question de la circulation et de la mobilité était mise hors du contrat de quartier. Et donc, par contre, dans le contrat de quartier, on va essayer de faire un certain nombre de mesures réalistes en faisant appel au savoir des habitants, les besoins en termes de salles de répétition, quand l'espace public où ça ne marche pas très bien. Et donc, tout un ensemble de choses qui, à la fois, vont améliorer la qualité du quartier, mais qui va les transformer effectivement en stakeholders, pas en personnes avec des fortes convictions et des attachements. On préfère, ça a été travaillé aussi par Mathieu Berger dans ses enquêtes sur la participation, où on voit effectivement comment les personnes qui arrivent trop attachées, trop en colère, sont personnellement grata dans ces espaces discursifs. Et donc, c'est ce qui fait le fondement même de leur différence, c'est-à-dire leur différenciation par ce qui les attache ou par ce qui les convainc, peine à prendre place. Et donc on a un espace à gérer avec des objectifs et des mesures réalistes. Donc, première torsion. Et bien entendu, dans le quartier, les militants continuent à lutter en dehors du contrat de quartier. Ils vont faire une action directe, les jeux, parce que ça n'obtiennent rien, donc ils occupent une arcade. Ils vont refuser la construction d'une tour. Ça va énerver tout le monde dans le canton. Ils disent ah oui, il y a de la densification. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que quelque part, ils vont continuer à mener dans les contrats de quartier, ils vont refuser l'extension de la gare, ils vont faire une contre-expertise, et on va les traiter de Gaulois irréductibles. Et précisément, on voit bien comment la critique fait qu'aux yeux de ces protocolages, de mise en garantie, de la participation, ils sont trop convaincus, ils sont trop attachés. Ils ne sont pas la légèreté de celui qui est capable de transformer sa conviction en opinion, ou de transformer son attachement en un intérêt monnayable ou un intérêt négociable. Et donc ça, c'est la première réduction. Deuxième réduction, je vais faire rapidement parce que du coup, elle est longue, mais je suis à 41 minutes. Mais du coup, je vous fais le deuxième exemple. Le deuxième exemple, il est amusant. Et j'ai eu la chance de travailler avec Laetitia Caron et Micha Pirot, avec qui j'ai collaboré pour un projet du Fonds National, qui a donné lieu à ce livre, Culture domestiquée. Et c'est Elish Factory. Donc ça, c'est Artemis.
Pierrot, c'est Factory. Donc ça se ressemble un peu de loin. Et ce qui est intéressant, c'est si je me déplace maintenant vers, il y a peut-être d'autres exemples, je vais prendre Genève, là je me déplace vers Lisbonne, c'est parce que pour nous ça a été fascinant de voir qu'à Lisbonne, il y avait un lieu qu'on nommerait maintenant un tiers-lieu, parce que c'est venu un petit peu capter toutes les formes dites auparavant de culturel alternatif, contre-culture et tout ça, et qui a été produit entièrement par une entreprise privée. Donc, ce n'est pas un lieu qui a été occupé et transformé, c'est un lieu plutôt sympa, on y va. D'ailleurs, il y a des copains de Paris qui s'occupe de tiers-lieu. Il y a 10 ans, il découvrait la Factory, il était super content, il s'est même fait tatouer le nom sur son bras, parce que pour lui c'était absolument génial. En fait, je lui ai raconté un peu l'histoire du lieu, et c'est vrai qu'il était un peu déprimé là, de gratter son tatou. Et du coup, voilà, donc Artemis, Elish Factory. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fait, Mainside, qui est l'entreprise qui a produit Elish Factory, au moment où il y a la crise, dans les années 2000, en particulier après 2008 à Lisbonne, ils décident non pas de faire des opérations foncières spéculatives où on va acheter un terrain, on va le détruire, mais décident de se spécialiser dans la réhabilitation de certains espaces. Ils vont faire toute une série à Lisbonne, sous les autours effectivement d'une culture héritée de la culture alternative. On avait tous ces termes, créativité, autogestion, participation, et du coup va produire soigneusement, pour comprendre, là je le fais rapidement, mais là le trou dans le mur il est soigneusement conservé et juste arrangé pour pas qu'il soit dangereux, mais pour comprendre cet espace-là, on peut passer chez Mata Clark en 72 dans ce travail. Laetitia Carmo le fait, elle montre comment tout le lieu est produit à partir de la reproduction d'une grammaire esthétique ou d'un style esthétique qui était celui qui s'est banalisé, parce que si on regardait en Europe, dans toutes les villes d'Europe, il y avait tous ces squats, ces centres culturels, avec, on l'a vu, ces esthétiques reconnaissables parmi tant d'autres. Donc en fait, ils les reproduisent soigneusement et ils vont bien entendu faire toutes les opérations. Ils ont travaillé avec des designers, des architectes qui vont défendre cette idée. Voilà, on récupère le bâti industriel, les objets, et ça permet effectivement d'en faire un argument aussi de vente, en tout cas de promotion. Ils vont en faire quelque chose d'attractif, à défaut de quelque chose d'attachant, si je reprends la différence de Maglieri. Et du coup, on le voit ici, c'est Attracting Numerous Visitors, a Factory of Experiences. Donc c'est cette question, on a parlé, Jean-Louis Genard parle de tournant esthétique ou tournant expérientiel de la production urbaine. C'est tout à coup la question de l'expérience qui est devenue absolument centrale. Donc elle a cheminé, je n'ai pas pu faire tout le chemin avec vous aujourd'hui, mais elle a cheminé, elle devient une question essentielle. Donc ils vont produire une expérience d'un type particulier, qui est celui au fait, de l'héritage des dites cultures alternatives. Et du coup, ils expliquent tout ce qu'ils font pour le faire. Et pour comprendre au fait comment ça peut monter en puissance dans un système d'économie capitaliste, on peut brièvement faire le détour par l'ouvrage de Boltanski et Esquiré sur l'économie de l'enrichissement. Dans cet ouvrage, il considère qu'il y a plusieurs circuits de valorisation capitaliste. Il y a un circuit... D'accord, encore 2 minutes. Il y a plusieurs circuits de valorisation capitaliste. Et au moins, on produit un objet neuf et puis après il perd de sa valeur, on en fait un trend. Mais on a en fait ce qu'ils appellent l'enrichissement, c'est comment on est capable de prendre des objets qui n'avaient pas du tout de valeur, ce que faisait l'art aussi, on pense à Duchamp, et tout d'un coup lui donner une valeur infinie, à la fois par une narration, par une revalorisation, par une mise en collection. C'est que tout d'un coup, cet objet abandonné ça s'avère être un exemple d'un banc particulier des années 60. Et donc, du coup, il y a tout un travail au fait de constitution de la valeur qui s'appuie au fait sur des outils propres aussi au domaine créatif et au travail de l'art.
Et à côté de ça, ils vont aussi soigneusement s'assurer que tout cet objet-là fonctionne, est suffisamment séparé, peut être loué. Et donc on a toute la production d'une cosmétique. C'est-à-dire que derrière cette apparence d'espace culturel alternatif, en fait on a un système rentable qui a des Securitas, un automate à billets, un bancomat à l'entrée, et qui est suffisamment identifiable dans la ville. Edge Factory, on produit toute une série, elle transforme un vieux bordel, un bar un peu cool, un ancien hôpital et tout. Et deux dernières étapes, ça prend sens dans alors la charte stratégique de Lisbonne en 2008 dit que c'est déjà une expérience culturelle à préserver. Donc c'est une expérience. Et en fait, il y a une orientalisation, c'est-à-dire que l'esthétique n'est plus performative, elle est simplement une cosmétique. Et il y a une mise en collection de l'esthétique alternative, c'est-à-dire que tout d'un coup, ça devient un lieu à visiter. On va venir visiter le château patrimonial, le musée d'art contemporain et le centre culturel alternatif. Ce qu'on va faire, est-ce que d'ailleurs je vous invite à faire EasyJet dans sa brochure. Et donc du coup, point final, et je m'arrêterai là, Edge Factory est vendu en 2017. Et c'est vendu à un consortium français qui a déjà acheté des objets un peu comme ça à Paris, qui dit on ne va pas changer le concept, ils n'achètent pas le terrain pour détruire et faire une opération spéculative, on rachète le concept et on va simplement mettre un petit peu plus de business, s'assurer qu'il est un peu plus facile pour les événements, et puis s'assurer du trafic, c'est-à-dire qu'on l'insère vraiment dans une économie touristique rentable. Et donc du coup, l'asset est placé comme c'est marqué en bas, dans le portefeuille. Donc on voit comment tout d'un coup on transforme en actif financier un produit des contre-cultures. Et qui est différent. Et que quand on le visite, c'est une diversité. Mais elle est articulée à un projet de captation économique, comme en partie le contrat de quartier est articulé à un projet de captation institutionnelle. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'ouvrir des possibles. Je pense que foncièrement, on est plutôt dans des mondes d'ambiguïté. Ici, on est dans une coopérative qui a elle-même des côtés sombres et des côtés, j'espère, lumineux. Mais voilà, je garde ça pour la discussion. Donc je suis désolé, j'ai fait 50 minutes. Super. Merci beaucoup pour cette présentation. Je vais maintenant dire quelques mots au sujet de notre discutante. Je vais peut-être résumer ma présentation pour vous donner une de parole. Alors, Armelle Choplin a une formation académique en géographie jusqu'au doctorat et est actuellement enseignante et professeure, chercheuse associée au département de géographie et d'environnement et au Global Studies Institute. Elle est également directrice de l'Institut pour la gouvernance de l'environnement et le développement territorial à l'Université de Genève. Ses principaux sujets de recherche concernent la production de la ville en Afrique dans le monde arabe, la gouvernance, la circulation des modèles et la mondialisation. Armelle Choplin est actuellement impliquée dans plusieurs projets tels que l'Observatoire de dynamique urbaine et côtière en Afrique de l'Ouest ou encore Matterhorn. Je laisse la parole. Parfait, merci. Est-ce qu'il faut que je me déplace pour qu'on m'entende mieux? Que j'aille à côté de toi, Lucas? Alors, merci pour cette fascinante présentation. Je vais peut-être juste préciser de quel point de vue je parle, parce que ce qui pourra expliquer mes propos naïfs sur certains points. Donc, je parle en tant que personne travaillant la plupart de mon temps sur des villes en Afrique, donc tout à fait différentes de Genève, on va dire, et de celles que tu viens de mentionner. Et puis, mais quand même, je parle avec quelqu'un qui s'intéresse aux mobilisations en milieu urbain. En tout cas, j'ai beaucoup travaillé là-dessus dans les bidonvilles. Et puis aussi, quelqu'un qui, avant d'arriver à Genève, avant de passer 3 ans en Afrique, donc en Afrique de l'Ouest, était enseignante à l'école d'urbanisme de Paris et partageait mon bureau avec des chercheurs travaillant sur la gentrification, à savoir Anne Clerval, pour la citer, ou mon collègue malheureusement décédé Mathieu Giroux. Du coup, évidemment, je suis quand même assez familière avec ces questions de luttes urbaines.
Donc voilà, ça c'est juste pour placer un peu d'où je parle. Alors je vais faire quelques commentaires, et puis tu prends ce que tu veux, voilà, donc quelques questions aussi. En fait, en t'écoutant, ça donne l'impression, et peut-être que vous aurez aussi cette image-là, que finalement aujourd'hui, les villes, en tout cas celles qu'on les connaît ici, sont très lisses. Hein. Et d'ailleurs, la phrase là, que tu reprends de Marc, là, cette perte de profondeur troublante, qui est exactement ce que moi j'ai ressenti en arrivant à Genève en janvier 2019, passant de Cotonou et de Lagos, hein, donc une petite concentration urbaine de 30 millions d'habitants, arrivé au mois de janvier ici à Genève, où on m'explique qu'il n'y a personne le week-end puisque tout le monde est au chalet, et que pour moi j'ai trouvé que c'était la ville la plus inintéressante dans laquelle j'ai vécu depuis que je suis née. Donc, voilà. Mais de savoir et d'avoir vu les travaux que tu as produits me fait quand même, me donne de l'espoir, et tout le monde me parle des grottes de Luca Pataroni, des grottes de Luca Pataroni. Donc voilà. Mais finalement, j'arrive à t'écouter et après 40 minutes, voilà, je suis quand même assez désespérée de voir que finalement, le peu voilà, tu dis de puissance démocratique, hein, va se résumer dans ces projets-ci ou cette captation institutionnelle ou économique que j'ai moi-même vu en ayant habité à Belleville pendant plusieurs années à Paris, rue des Noyers, célèbre pour être la rue des graffitis, qui est le seul endroit à Paris où les graffeurs ont le droit de taguer les murs et où on s'est battu pendant des mois pour sauver les artistes. Mais comme il fallait faire une crèche, du coup, la crèche était évidemment plus importante que les artistes. Donc avec cette captation par les institutions qui jouent aussi sur la fibre, voilà, la crèche, le lieu communautaire, etc., pour empêcher toute mobilisation. Et puis alors moi j'ai d'autres références parce que ce que j'ai c'est Lagos, voilà, le 20 octobre 2020, toute une partie de la ville qui vient assiéger le centre-ville, qui dit non aux forces de l'ordre, qui se fait tirer dessus. Burna Boy, le grand chanteur nigérian qui chante cette chanson 10-20, qui est justement le moment où on a les luttes urbaines qui sont là, les différences qui s'expriment, les gens qui envahissent l'espace public pour réclamer encore des choses. Et j'ai l'impression que les luttes urbaines aujourd'hui, pour les trouver, il faut aller en fait un petit peu plus loin, parce que nous on est déjà trop capté comme tu le dis, où voilà, on va avoir ce benchmark en tactical urbanism que j'ai fait faire d'ailleurs à mes étudiants l'année dernière, au sud, pour voir comment les modèles d'ici étaient transposés voilà, dans des villes où en fait avant il y avait déjà ça, mais que quand même maintenant comme ça vient de Barcelone ou de Lisbonne ou de Paris, c'est beaucoup plus tendance. Donc voilà, en tout cas ça me fait réfléchir. Et puis j'ai l'impression qu'ici on m'a souvent parlé des squats, etc. Mais finalement les nouveaux lieux en fait, où s'exprimerait cette démocratie sont plus forcément urbains. Donc aujourd'hui les lieux où ça s'invente, c'est plutôt les ZAD. Et les ZAD elles sont plutôt en milieu rural aujourd'hui. Donc voilà, je voudrais avoir ton regard un petit peu de sociologue sur ce glissement. Est-ce qu'aujourd'hui il faut quitter ces centres-villes gentrifiés dont j'ai moi-même je fais partie et j'ai contribué pleinement, j'en suis persuadée, à la gentrification de Belleville à Paris. Donc voilà, c'est une vraie question qu'on se pose. Voilà, les luttes, elles sont les gilets jaunes sur les ronds-points. Est-ce que c'est ça les luttes, est-ce qu'elles sont plus forcément urbaines ou liées aux lieux? Enfin, voilà, j'aimerais savoir comment toi tu vois ça. Et puis par rapport à la question, donc est-ce qu'il faut sortir des villes en fait pour qu'il y ait du conflit aujourd'hui, du vrai conflit, pas de la ville créative telle qu'elle est instrumentalisée. Et puis cette question aussi, je me la pose par rapport à ton corpus théorique. Donc, tu cites beaucoup d'auteurs, nos étudiants diraient vieux, voilà. Mais voilà, aujourd'hui il y a des gens comme, non, c'est pas vrai, tu as cité Dikesh. Moi je voulais savoir comment se positionner par rapport à toute cette littérature sur le politicizing, mais aussi le post-politique, la dépoliticisation qu'avait théorisé Swinguedoux, et puis après Dikesh, quand ils ont participé à ce bouquin sur les Insurgent City, ou Urban Rage dans son dernier livre là, qui l'explique très bien. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui on mobilise ces théories-là? Est-ce que ça s'applique ici? Moi j'ai du mal à les transposer au sud par exemple, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que voilà, c'est le cadre théorique de Swinguedoux marche pas très bien pour Dakar par exemple. Voilà, quel cadre théorique on va mobiliser aujourd'hui pour comprendre tout ça? Donc tu cites Thévenot, Boltanski, mais est-ce qu'il y en a d'autres parmi les gens qui ont travaillé sur ces luttes urbaines, sur ces puissances démocratiques aussi, et de voir comment c'était un petit peu capté? Donc voilà un petit peu, c'est peut-être un peu décousu, mais voilà, je me dis que c'est aussi des questions que moi j'aurais. On parle souvent encore aujourd'hui de crise quand même, de crise en ville, etc. Et du coup, en
t'écoutant, là tu parlais des mots de surgissement, d'ébranlement. Est-ce que ce terme de crise qui est employé aussi en permanence n'est pas une manière de gommer cette... parce que là on ne sait plus trop qui fait quoi, une manière de gommer un petit peu aussi ces luttes qui se jouent au quotidien. Voilà à peu près ce que j'avais à te poser comme question, j'en aurai bien d'autres. Et puis je t'invite, si tu veux, quand tu veux, à Belleville pour voir ce qu'ils ont fait de ma rue, la rue Desnoyers, hein, qui était donc l'un des emblèmes du monde artistique. Voilà, et que maintenant, alors nous, on est carrément, ma rue, on est dans le conseil du Airbnb Tour. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans ma rue, il y a quelques années, puis je vais toujours là-bas, il y a des gens qui viennent en groupe, et puis je leur ai demandé, parce qu'ils n'arrêtaient pas de photographier mes enfants, hein, parce que ça fait fun, des enfants, en plus devant les graffitis, etc. Puis ils me disaient, ben, c'est le tour underground de Airbnb de Paris, le Paris Underground. Vous voyez, donc avec, voilà, on venait visiter les derniers lieux de friche. D'ailleurs, en dessous de chez moi, il y a un lieu qui s'appelle Friche chez nous, la paix. Mais voilà, malheureusement décédé Pedro, donc un des grands emblèmes de la rue. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on fait, nous aussi, quand on devient et quand on rentre dans le Airbnb Underground Tour de ces villes oui, qui sont devenues sans profondeur troublante. Merci, en tout cas. Merci. Alors, c'est une question importante, compliquée. Je repartirai du sud, en fait. Je repartirai du sud parce que je me suis assez attaché à faire circuler. J'ai fait un texte aussi sur la mise en tension entre les slums de Mumbai et les quartiers des Golfs, si on veut. Et je pense qu'il y a des possibilités de croisement du regard qui sont assez fortes, hein, et qui m'intéressent beaucoup. Et en particulier, là, j'ai un ouvrage que j'édite qui sort ce mois-ci là, sur le Politics of Urban Planning à Mumbai. Et dedans, j'ai un chapitre avec une doctorante indienne sur. On est en train de faire un article sur the neoliberal entrapment of participation. Parce qu'à Mumbai, il y a eu une mobilisation extrêmement forte autour du plan directeur, du plan de développement, le Mumbai Development Plan 2014-2034, qui est sorti en 2015, qui est sorti en 2014. Et puis, pour la première fois de l'histoire, il a été retiré, tellement les mobilisations étaient fortes. Ça avait commencé plusieurs années auparavant, hein, donc ce n'est pas un événement unique. Mais voilà, la mobilisation, ça allait des grassroots movements, aux urbanistes, en passant par, au moment de la plus grande mobilisation, les artistes, les comédiens de Bollywood. Et ce qui est intéressant, c'est que suite à ça, ils ont d'abord fait des vrais mouvements où les arènes démocratiques se multipliaient. Il y a eu des contre-plans, dans des mouvements grassroots, avec différentes formes aussi de la critique, de la mobilisation dans la rue, l'occupation, des centaines de milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui ont fait la queue pour faire des plaintes individuelles, et tout un ensemble de choses qui avaient été. Et dans un deuxième temps, après le scrapping, il y a eu, au fait, ils ont fait des négociations closed door. Ils ont demandé aux associations grassroots, c'est très proche de ce que décrit Emmanuel Schenz, qui travaille avec Laurent Taillot d'ailleurs sur les grandes négociations, les grandes tables rondes sur l'huile de palme. Hein, et comment tu fais venir des petits producteurs dans ces trucs avec des coachs pour pas qu'ils apparaissent trop énervés dans ces grandes assemblées de centaines de personnes. Là, ils ont demandé aux associations grassroots qui travaillent avec des prostituées et tout, au fait d'envoyer des délégués et puis de leur demander de travailler comme des experts. C'est-à-dire qu'ils devaient en fait participer à la mise en place de mesures alors qu'avant, les moments participatifs étaient ouverts, les gens arrivaient avec des banderoles, des habits traditionnels, donc faire venir en fait, faire venir leurs attachements, faire venir leurs convictions. Là, ils ont été complètement transformés en round table, en stakeholders. Hein, et donc du coup, en s'assurant effectivement d'avoir les plus raisonnables qui venaient dans un travail effectivement. Et donc c'est ce que j'écris là, ce qu'on écrit là à Mumbai. Je pense que c'est méchamment ce qui m'intéresse en fait
comme une montée en puissance d'une grammaire libérale comme plurielle. Et donc du coup voilà, c'est vrai que ça circule, je pense, du nord au sud ou du sud au nord, et puis et de plus en plus aussi, comme tu sais là, les mobilisations, parce que quand on regarde aussi les mobilisations en Inde, à Mumbai, bien entendu, ici on est sur le lecteur d'Harvey, et Harvey qui est un auteur effectivement aussi un peu ancien, mais qui reste assez contemporain, mais qui précisément je trouve qu'il fait défaut une partie ethnographique, si c'était par rapport, mais je reviendrai sur ta question là, sur la littérature. Et puis, et donc du coup, voilà, on voit tout à coup des grammaires critiques ou des formes, des modèles critiques qui circulent. Ce que moi j'appellerais probablement des régimes d'urbanisation, mais voilà, des conceptions. Et donc du coup, ça, voilà, c'est ce qu'a montré par ailleurs là, sur le Sturm, sur la circulation du modèle de la Smart City. Donc voilà, donc il y a, je pense quand même quelque part dans les grandes formes en fait, anthropologiques, des communs pluriels que j'évoquais, pour moi c'est des choses qui traversent. Parce que d'ailleurs, tellement les a construits en Russie, mais on les retrouve en Europe, aux États-Unis. Donc il y a vraiment une circulation quand même. Je pense qu'il y a un niveau analytique qui m'intéresse, qui doit permettre effectivement de faire des allers-retours et de traiter symétriquement le nord et le sud. Je pense que ça intéresse aussi à cette question. Donc ça c'est un point. Deuxième point sur la question effectivement de l'atténuation sensible à Genève. C'est vrai que quand on commence à travailler là-dessus, on est à un moment donné, en 2002-2008, tous les squats disparaissent. C'est une ville qui est quand même très riche. Et puis elle est confrontée à ce que nous on a appelé, j'appelais l'étouffement urbain, une pression foncière et une pression réglementaire très forte, qui rend très difficile la constitution, le maintien de friche. Parce que ici y compris, d'ailleurs, on voit qu'on a détruit le bâtiment du logement, puis on a fait les bords qui ont été aménagés, puis du coup quand ils sont aménagés, il y a les règles de baignade, il y a des questions de responsabilité de l'État, donc il y a tout un ensemble de normes qui ont dû être mises en place et tout. Donc en fait, c'est pas saturé effectivement de projets de méchants capitalistes, mais c'est qu'effectivement la possibilité de marge de manœuvre, ou la possibilité de terrain vague disparaissait méchamment, et ce qui fait qu'effectivement les possibilités d'ailleurs de mobilisation directe, l'action directe, qui était effectivement la possibilité de faire fonctionner l'expérience comme contre-espace, devient très coûteux. D'ailleurs, au point que, il n'y a quasiment plus la seule occupation qui tient un tout petit moment, et je pense en parler après éventuellement, c'est Porteus, qui est et ça tient quelques mois, mais parce que toutes les occupations qui ont lieu en ville sont tout de suite réprimées. Et donc du coup, on est obligé de passer par d'autres formes, mais nous on en fait une coopérative, c'est-à-dire d'une certaine manière, l'expérience immédiate de j'occupe un espace, j'ai envie de casser un mur, je le casse, c'est jouissif, et en même temps je suis en train de construire un commun qui fait sens. Cette expérience-là, effectivement, j'en sorte on va le faire dans une ZAD, on va la faire dans des espaces qui sont mis en marché, où l'occupation n'est pas d'emblée réprimée, ou alors on n'est pas d'emblée questionné, parce que quand Porteus est occupé, qu'est-ce qu'on fait avec Porteus? C'est intéressant. C'est-à-dire que les occupants, au bout de quelques mois, sont sortis du bâtiment, ils vont accepter, alors une grande réunion, savoir s'ils résistent ou pas, et ils sont transformés, les occupants sont transformés en stakeholders. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les occupants et les occupantes? On les place dans une commission dans laquelle, parce que l'élu de gauche, il est un peu inquiet, il dit ouais, mais ces occupants, ils parlent de projets culturels, mais est-ce qu'ils ont la légitimité pour ça? Donc, peut-être dans une réflexion, ils nous ont garanti, c'est important d'avoir des lieux culturels, donc effectivement, on ne va pas faire une prison là, parce que c'est un espace post de réinsertion de prisonniers, mais on va en faire un lieu culturel. Mais alors, du coup, les occupants, est-ce qu'ils sont légitimes? Ben non. Alors, ben non, pour le magistrat, parce que, bien entendu, pourquoi on lutte dans des contre-cultures, c'est la capacité d'autodétermination de qu'est-ce qui est culture ou pas, de ce qui est art ou pas, puisque avec le floutage, justement. Mais là, dans une politique de mise en garantie, il faut subventionner, tu dois avoir une ligne budgétaire pour de la culture. Donc, qu'est-ce que tu fais? Dans la commission, tu rajoutes quelques représentants légitimes des milieux culturels, puis après, tu rajoutes quelques personnes qui sont
qui comprennent un peu le patrimoine, hein, parce qu'une partie, pourquoi ils n'ont pas été évacués tout de suite, c'est parce qu'il y a des mobilisations des urbanistes, des architectes qui disent ouais, c'est génial, bâtiment patrimonial. Donc patrimoine, culture, hein, tout un ensemble de faisceaux qui vont sauver le bâtiment, mais qui vont en même temps enfermer les occupants dans un projet en fait, qui très rapidement va les dépasser, où ils deviennent représentants des occupants, et qui doivent effectivement faire valoir leur intérêt dans cette commission. Alors la force, et c'est là qu'après s'ouvre effectivement un moment plus optimiste, hein, parce que je dirais que je pense que la majorité n'est jamais complète. Les infléchissements politiques sont toujours possibles, hein, et ça accompagne, là je disais, on fait une coopérative, peut-être je reviendrai là-dessus, mais on peut être dans des formes prédatrices, où on peut essayer de rouvrir. C'est jamais gagné, hein. Mais on fait un squat aujourd'hui, c'est pas gagné, ça va se refermer, ça peut devenir violent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune forme qui est positive en soi. D'ailleurs, c'est très Foucaultien de dire ça. Et du coup, ce qui va être important, c'est effectivement, eux, ils arrivent à la fois à défendre dans le processus, mais c'est pas gagné encore, hein, parce que il y a des histoires comparatives, de fondations, mais de faire un processus incrémental, de se dire, on va pouvoir ouvrir un petit espace, essayer de prouver, et que les occupants et occupantes continuent à exister autour du bâtiment. Et pendant ces derniers 2 ans, ils ont fait des chantiers collectifs, et donc ils ont continué à faire des attaches, ils ont continué à faire milieu. Et du coup, ça a réfléchi. Et donc ils se sont rendus présents par l'expérience et en fabriquant autre chose, en dehors, et dans un rapport étroit au bâtiment, en dehors effectivement de la seule commission. Donc il y a effectivement un travail complexe qui se met en place. Et si je dis ça, c'est parce que d'une certaine manière, je termine juste, toi tu vas devoir y aller. Ouais. Et donc, voilà, je pense que aussi cet effet de la question d'attachement et puis de la non-mise en garantie, aussi qu'on baisse le regard ou qu'on fraye au quotidien après petit à petit avec Genève. Par exemple, on voit quand même par où elle s'ouvre et par ce qui peut encore, tout un ensemble de ce qu'appelleraient d'ailleurs les membres de Chicago les niches écologiques, puisque Mathieu Berger plus récemment, si tu veux que je fasse des références récentes. Et donc du coup, voilà. Et juste sur la littérature, oui tout à fait. Alors je pensais d'abord venir sur le débat avec Swingley-Douve, et puis après, alors il y a tout un débat avec Harvey. Hein. Moi ce qui m'intéressait beaucoup c'est le débat avec les assemblages, theory. Hein. Mais les théories d'assemblage, Brenner, Schmitt, les nouveaux défendants d'économie politique, un peu néo-marxistes, Brenner, Schmitt, puis d'autre côté Farias et puis McFarlane, tout un débat sur le fait que le capitalisme, est-ce qu'il faut considérer la transformation du capitalisme pour penser la ville, ou est-ce qu'il faut plutôt regarder comment les assemblages se font, un peu dans une pensée un peu post-platorienne. Ce qui m'intéresse au fait, derrière cette question de la différence et du commun au pluriel, c'est un programme plus fort de relationnalisme. C'est-à-dire que maintenant tout est considéré comme relationnel, hein, et puis toi, de toute façon il y a des attachements, des relations, et puis on a lu Massey, on a lu tout ça, et donc il y a un programme faible de rationalisme qui est une sorte de mise en cause de l'ontologie, qui est une mise en cause de tout un ensemble d'épistémologie effectivement plus classique, et à partir de là il faut refaire un travail de différenciation de comment les assemblages construisent des politiques, à quel moment ils émancipent, à quel moment ils participent de la reproduction de certaines formes du capitalisme. Et donc c'est un travail de description qui m'intéresse, et je vais chercher au fait les auteurs qui me permettent de faire ce travail. Et puis là, j'ai fait un petit effort pour situer quelques auteurs plus larges. Mais non, mais je pense que c'est important. Je me suis dit, ouais, il faut quand même donner quelques éléments sur la question de la différence et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a Moi, je vais juste m'éclipser moi, parce qu'il y a une autre conférence, d'ailleurs, je vous ai invité après à 19h30
Le sous-titre, ça s'appelle Habiter le monde, essai de politique relationnelle. Tu vois. Très, très On est dans joli. du professeur Felwinsar et je dois l'accueillir et faire l'introduction au nom de l'université. Donc voilà, je file à Uni Dufour, vous êtes les bienvenus pour 19h30. Mais je suis sûre que tout le monde a plein de questions super à te poser, au plaisir pour rediscuter de tout cela et que tu me fasses visiter l'autre Genève que j'ai encore du mal à... Enfin ici un peu là, quand je suis en Nantes, je viens ici le week-end pour voir des trucs un peu, voilà, mais avec grand plaisir en tout cas. Il faut aller sur le Grand Genève. Voilà. Pas du Traverser la tout. frontière. Il y a une occupation transitoire juste là au bout, Parc La Pointe, il y a des luttes. Enfin, moi j'habite dans ce quartier. Je peux vous faire une visite si vous avez le temps et vous verrez, ça bouge pour le logement, pour un parc, etc. Il y a des associations, des collectifs. Non mais voilà, c'est pour moi ici le quartier, enfin voilà, j'ai vu ce qui se passait sous le hall des TPG, voilà, c'est vraiment ce qui ça me redonne. C'est le centre-ville, il n'y a pas plus central que là. Et très convoité, donc de grosses luttes, mais il y en a juste aussi dimanche dernier, il y avait énormément de gens pour discuter d'un abominable projet de tour porté d'ailleurs pour une cité de fonctionnaires de l'État de Genève, avec au pied les milieux culturels qui sont appelés l'Axe du Miel, la Gravière, Théâtre du Loup, etc., qui étaient aux premières loges. Et c'était vraiment intéressant de voir qu'il y a un gap absolument abyssal, quoi qu'on en dise, et peut-être que c'est le début d'une très grande lutte sur l'immense projet qu'on appelle ici Praille Acacia Vernet. Donc il ne faut pas croire que ça ne bouge pas et tout le monde ne va pas dans son chalet, surtout dans ce quartier. Voilà, je vous laisse discuter, en tout cas merci. Entièrement d'accord. Avec du coup à composer. Est-ce que quelqu'un a des questions? Du coup, au début de la conférence, vous avez mentionné différents types de différences. La différence induite-produite des élites. Donc, par rapport à la différence produite qui échappe du système, si j'ai compris. Comment est-ce qu'elle est prise en compte, intégrée dans un processus de production de la vie, si elle échappe? Comment est-ce qu'on peut en prendre compte dans la production de l'espace? Tout à fait. Alors, précisément, effectivement, alors, là, je reprenais les catégories de le faire, en disant que maintenant les différences étaient plutôt captées que induites, niées et produites. Et donc il y a eu d'une certaine manière, c'était aussi pour dire que quelque part les constructions politiques ou critiques des années 70, elles ne peuvent pas être reproduites telles quelles. Il faut faire le détour que j'évoquais sur les nouvelles formes de production spatiale, que la garantie, mais aussi du gouvernement par objectif, de l'État incitateur, que a thématisé aussi Sandro Katachin. Et donc voilà, des transformations en profondeur liées à ces luttes des années 70. Et dans ces transformations en profondeur, en fait, ce qui s'est joué, c'est précisément l'institutionnalisation de ces différences produites. C'est-à-dire que quelque part, on les a accueillis pour partie, et ça a produit vraiment des effets. C'est-à-dire qu'on commence à dire voilà, il faut donner une place aux habitants, il faut conserver un tissu bâti parce qu'il accompagne un tissu social. Après, ça donne lieu à une loi sur une LDTR, dans laquelle on prévoit de la concertation, une loi sur l'évolution, transformation et rénovation, qui a eu un rôle absolument essentiel et donc du coup, c'est ce qui m'intéressait dans la différence urbaine, d'ailleurs dans l'agriculture domestiquée, c'était de revoir plutôt en cheminant à travers la question du logement, de l'habité, puis l'autre autour de la question de la création, comment en fait cette différence produite, qui était pensée au moment dans les 70 comme le contrepoint du capitalisme, le contrepoint de l'urbanisme fonctionnaliste, le contrepoint d'une réduction des modes de vie à notre boulot ou à la famille nucléaire. Et comment ces différences-là, elles ont tout d'un coup
d'autres formes d'organisation collective, d'autres formes de vie, d'autres formes genrées, d'autres formes du rapport au vivant, ont petit à petit été instituées. Et c'est important, hein, parce que ça a permis d'enrichir, de rendre la ville véritablement plus diverse. Hein, et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on regarde l'Afrique, on a aussi tout envie de tout un ensemble de garanties. Hein, je veux dire, on a envie de garantir que les femmes puissent sortir à minuit, soir, en se sentant en sécurité. Et donc, du coup, donc la garantie en soi n'est pas forcément mauvaise. Et du coup, on a travaillé, hein, et c'est toute la question qui, moi, m'intéresse, c'est l'institutionnalisation. Et dans l'institutionnalisation, il y a deux choses. On fait exister des formes nouvelles, mais aussi on encaisse. L'encaissement, c'est aussi en termes de nuance, cerveau de Bourges. Quand on encaisse, c'est-à-dire qu'on est en train d'absorber un choc, d'émousser ce qui est peut-être trop troublant. Et à force d'encaisser, on produit effectivement un système qui risque de fonctionner que par des diversités reconnues. D'une certaine manière, moi je dis souvent, on va accepter facilement le kurde qui fait un stand de nourriture dans une fête de quartier. On aura plus de problèmes avec le même kurde militant du PKK. Mais du coup, voilà, jusqu'où on peut faire place, jusqu'où on peut s'ouvrir. Hein, c'est pour ça la question de la ville ouverte. Et peut-être c'est ça, c'est de rouvrir à des expressions différenciantes, sans que le travail d'institution, de constitution, de cohésion trop rapidement réduise les formes. Mais c'est ce qui se passe avec Porteus. Hein. Tout d'un coup, il y a quand même dans le chemin ce rapport un peu compliqué aux anciens occupants qui continuent à faire des chantiers collectifs. Il y a ce rapport compliqué à la rénovation qui va être incrémental, c'est-à-dire qu'elle va se faire pas à pas. Donc là, ils ont réussi à faire entendre à la commission des formes intéressantes. Après, le problème, c'est que maintenant, ils n'arrivent pas à se faire passer cette coopérative, une fondation, il y a besoin de garanties, ils ont peur, il y a 6 millions qui vont être en jeu, donc en ce moment, ils se font broyer dans leur innovation. Donc, il faut voir, c'est ça. Mais tout l'enjeu de mon exposé, c'était ça, hein, c'était de dire, voilà, ces différences produites, mais aussi des différences, lui, il appelle ça des différences, je ne me rappelle même plus du terme qu'il utilise, induites, qui sont par exemple les pavillonnaires. Je pense qu'il faut un peu, pas forcément reprendre trop rapidement les différences, les catégories de Lefebvre, mais prendre vraiment cette question fondamentalement, c'est-à-dire que quelque part, les gens, en vivant, quand on se met à habiter, quand on se met à créer, quand on se met à aimer, quand on se met à vivre, hein, on constitue des formes de vie, on constitue des milieux. Et ces milieux-là, potentiellement, sont des sources de singularisation. Hein, c'est-à-dire que, et du coup, certains vont devenir des mobilisations, parce que quelque part, il y a des souffrances qu'on va vouloir faire exister, des droits génétiques, par exemple, ou autres, ou des droits d'appropriation des habitants en HLM. Et puis, il y a d'autres, effectivement, qui vont peut-être pas être reliés. Donc, il y a un rapport complexe à la mobilisation et un rapport complexe de la différence à la composition du commun. Quoi. Donc c'est vraiment ce double rapport qui m'intéresse. Je sais pas si En complément de votre question, il y a une enseignante actuellement à la aide, Lynn Fontana, qui va sortir d'ailleurs un livre, a fait travailler ses étudiantes en relevé très fin de 15 bâtiments à Genève qui ont été squattés et qui ont proposé une autre manière d'habiter, donc une différence dans l'appropriation même de ces bâtiments.
hors des règles, des régies, du bail, etc. Ce que revendiquent énormément de personnes, c'est comment on peut, Patrick Bouchon parle beaucoup de ça, comment on peut modifier donc le rapport à finalement le fait d'habiter un lieu, c'est lui offrir sa vraie qualité. Hein. C'est une fois que c'est construit le bâtiment, c'est ceux qui y vivent qui vont vraiment le faire justement vivre et lui donner sa qualité. Et il se trouve que dans les squats, il y a eu beaucoup d'expérimentations qui se faisaient parce qu'on trouvait un mur, on faisait des demi-portes, on habitait le palier, etc., où on reliait des étages entre eux, etc. Et donc, à partir de cette documentation très fine qu'a faite cette enseignante avec ses élèves, eh bien, c'est aussi l'idée de se dire, maintenant on doit beaucoup réparer la ville, utiliser la ville autrement, c'est plus tellement la raser et construire, c'est vraiment faire avec ce qui est là, qui est très mal utilisé, y compris beaucoup d'espaces vides, beaucoup plus qu'on pense, surtout à Genève, mais pas seulement, même les espaces qui sont là, il n'y a pas de bourse au logement pour faire des échanges en luttant contre la cherté des loyers, etc. Donc voilà une vraie piste pour moi je ne sais pas ce que tu en penses Lucas, mais disons de prendre cet héritage pour le donner comme une possibilité de réfléchir autrement, mais à partir de bâtiments qui existent et qui existent encore. Ils ont pris 3 périodes d'architecture, mais il y en a au boulevard Karl Vogt qui ont été étudiées et on pourrait aller avec des propositions pour dire, parce qu'une des richesses, ou ceux qui ont connu Rino, c'est qu'il y avait plus de gens qui habitaient dans ces immeubles qu'aujourd'hui avec le système des baux qu'on connaît, des propriétaires, etc. Donc c'est aussi une manière de mieux utiliser l'existant parce qu'on est plus nombreux. Voilà, je m'arrête juste là, mais c'est vraiment, je pense, une piste, sauf que juste pour dire, on a essayé de porter ce discours à l'intérieur de l'État de Genève et pour le moment on n'y arrive pas. Voilà. Oui, alors, tu vois, Porteus, ce qui m'aura intéressé, c'est que les occupants restent dedans, qu'on produise le système à partir de l'occupation. C'est-à-dire qu'on s'ouvre à l'occupation et qu'on laisse en fait une vraie expérimentation. Alors ils essaient de retrouver les conditions d'expérimentation mises en garantie, hein, comme j'expliquais. Ce qui a été fabuleux avec les squats, pendant la question de l'ouverture, c'est que finalement, pendant 20 ou 30 ans, il y a eu une expérimentation énorme, absolument ouverte, avec justement des négociations sur les questions de normes de sécurité, des choses comme ça. Mais il y a eu une expérimentation extrêmement forte de l'articulation entre le projet de vie en commun et le projet spatial. Ils ont percé les murs, construit, et effectivement, moi j'ai participé au travail avec Lynn. Le bouquet ne sera pas là-dessus, hein, c'est sur renouveler la ville depuis l'intérieur, on fait la préface. Mais du coup, je suis entièrement d'accord, c'est-à-dire que quelque part, précisément ce qu'on a laissé des différenciations, et c'était un monde peuplé de différences, et à partir de là, on peut récolter. C'est pour ça que c'est très très difficile de faire l'inverse, de produire les conditions garanties de l'innovation, alors qu'on est dans des systèmes où on a besoin de laisser advenir. On ne peut pas, un autre jour, on ne peut pas. C'est parce que tu as des normes de confort qui jouent bien, c'est parce que tu as des trucs, une politique culturelle que les gens sont créatifs. Donc il y a un rapport inversé. Et donc c'est vraiment dans une impasse en fait, avec la question de la violence. Voilà. Alors merci beaucoup à Lucas Pataroni et Armelle Choplin pour cette présentation et à vous tous d'être présents ce soir. Alors nous invitons à la prochaine conférence qui est mercredi prochain, le 27 avril, au dépôt DPG de la Jonction, de 17h30 à 19h. Et cette conférence est intitulée Mobilité attentive aux différences et sera donnée par Vincent Kaufmann et Francesco Della Casa. Merci beaucoup.